Si vous aimez les belles histoires, les success stories, les chefs d'entreprise qui se consacrent à leur corps et légionnaire, restez avec nous. Nous allons dérouler le fil de l'ALIA de notre ami Prosper Avraham Abitbol. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour, Prosper Avraham Abitbol. Je donne tous les noms. Bonjour, Cathy Choukroun. Voilà, comme ça on se donne aussi les noms. Vous allez bien? Moi je vais très bien, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je vous vois, je suis très content d'être avec vous. D'autant que c'est la première fois que je découvre les studios Kalita. Exact, donc le plaisir et l'honneur est pour nous. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes, on va dire, chef spirituel de la communauté Keilia Torat Moshe à Tel Aviv, mais pas que, parce que vous avez fait votre alia en 1984, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, et des choses, vous en avez fait énormément. Donc ça va être compliqué de dérouler le fil de votre vie, mais on va essayer. On va commencer par la première question, la plus évidente. Pourquoi vous avez fait votre alia, tout simplement, et comment? Tout d'abord, j'ai choisi de faire mon alia parce que quelqu'un est venu me chercher. D'abord, il s'agit d'un chasseur de tête. Moi, j'avais une boîte de marketing. Et on est venu me proposer un poste à Tel Aviv. Marketing, vous étiez un spécialiste de la franchise. C'est ça. Voilà. Et donc, on est venu me chercher, on m'a demandé si je voulais participer à l'essor de l'économie israélienne. Et à l'époque, donc, j'ai été recruté par une société qui était un des consortiums. Un chasseur de tête? Oui, et qui était un grand consortium en Israël. Et donc, j'ai eu la joie d'être le directeur du marketing de son département qu'on appelait Food, l'Amazon. On va en reparler, mais on vient vous chercher, vous étiez très bien installé, vous habitiez à Grenoble, oui. Votre femme était avocate, c'est vrai. Vos enfants, tout allait bien, il n'y avait aucune raison de partir, à moins d'être super sioniste depuis toujours. Exact, c'est vrai que j'étais hyper sioniste et je disais aux gens qu'il fallait monter en Israël. Alors quand on m'a proposé de monter, c'était la moindre des choses d'étudier cette proposition. Donc je suis, comme vous voyez, non seulement religieux, mais non seulement aussi un ancien militant. J'étais au ZEI, j'étais le chef de la communauté, de plusieurs communautés, et donc on a fait beaucoup de choses. Au ZEI, vous étiez patron des ZEI. Oui, et je suis resté très longtemps. On n'oublie jamais ce qu'on apprend au ZEI, c'est grâce à eux d'ailleurs que je continue à faire ce que je fais, puisque pour avoir une motivation aussi grande de s'occuper de la communauté, ça vient de ces shorashim qu'on a pris lorsqu'on était jeune et enfant, arrivé à Grenoble, ça nous a vraiment aidés. Alors donc, je disais, j'ai été contacté par cette personne qui m'a dit... Vous êtes décidé en combien de temps? Et il me fallait 15 jours. Il m'a dit, ou vous décidez maintenant et vous montez. Et donc, alors moi, je suis marié, j'ai des enfants, je suis installé et on me dit, c'est votre opportunité. Alors, comme vous étiez salarié à l'époque ou vous étiez chef d'entreprise? Donc, on m'a dit, fermez votre boîte et venez. Et donc... j'ai dit, avec ma femme, on réfléchit. Donc, je décide, moi, de monter en Israël. Mais avant, au culot, je dis, mais moi, je viens que si vous me payez en monnaie des dollars. Et à ma grande surprise, ils avaient accepté. C'était courant à l'époque. C'était courant, voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis monté en Israël, un an avant que ma famille vienne. Oui, parce que vous êtes monté seul, sans les enfants, on va dire, pour tâter le terrain, pour voir si c'était possible ou pas. Pourquoi vous pensiez que c'était compliqué de monter en famille? Vous aviez peur? Non, j'ai toujours pensé que changer, Meshanema comme Meshanema Mazal, mais on a toujours compris qu'il faut faire attention quand on a des enfants, une femme qui était déjà elle-même installée, on ne peut pas venir au hasard et ne pas avoir un minimum de préparation. Donc, pour monter et faire une bonne alia, il fallait se préparer. Comment c'était le marché économique à l'époque, lorsque vous travailliez? Quand moi je suis venu, le marché était... c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que c'était en fait le grand parti qui était le parti travailliste qui gouvernait tout, puisque moi j'ai travaillé... Donc, tout était... organisé autour de groupes comme Cour, comme Banca Poalim, tout ça. Maintenant, après, tout a changé. Mais quand moi je suis venu, je gérais plusieurs sociétés qui, en fait, le gain d'une société passait à celle qui perdait de l'argent. Enfin, on était tous frères et tous très communautaires. Mais c'était déjà la période où il fallait faire un changement pour que l'économie passe à l'étape complètement capitaliste. Ouais. Quand moi je suis venu, j'étais
C'était la fin d'un monde très centralisé. Voilà, c'est ça. C'était la fin. Alors, vous avez considéré que c'était une vie possible pour votre famille, j'imagine, au bout d'un an ou pas? Oui, j'ai considéré, bien que c'était tellement décourageant que de voir qu'il y a eu l'inflation qui était très très grande. Ouais. C'était au moment où ils sont venus? Ma famille est venue en 85. Ok, un an après. Donc un an après, et donc il fallait... Quand je suis venu, donc j'étais payé en dollars. Mais comme j'étais extérieur, on m'a proposé d'être membre du conseil d'administration de cette société que donc je dirigeais comme marketing. Très flatteur. C'était flatteur, mais c'était fait exprès. On m'a dit, voilà, tu es rentré, tu t'appelles plus Prosper, mais tu t'appelles Abraham. Et sois gentil, tu ne peux pas être différent des autres. Et donc tu seras payé en shekalim. Est-ce que c'est un problème? Vous avez Alors j'ai réfléchi, mais pas trop, et j'ai dit, bon, ils ont peut-être raison, c'est vrai que ça se fait pas. En bon juif de France, c'est très sioniste. J'ai dit, bon, bah, d'accord. Manque de bol, c'était la période où lorsque je gagnais comme argent, ça payait plus moi ma maison que j'avais à... Parce qu'il y avait une inflation terrible. Enfin, il faut raconter, parce que les gens n'ont pas forcément sont là, parce que moi, je me rappelle que quand on vendait aux grandes chaînes de supermarchés, puisque moi, je me suis occupé de la partie, ce que je vous ai dit, de Amazon, de tout ce qui était... Nourriture. Et donc, il fallait que je surveille que ce que je devais avoir comme argent soit exact. Parce que sinon, vous allez, le matin, il y avait un prix affiché. Dans l'après-midi, il fallait qu'ils affichent un autre prix. Et comme on nous payait un mois après, 2 mois après, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, je n'ai pas tenu longtemps. Il a fallu que je me dise, si ma famille arrive, maintenant, comment je vais faire? Est-ce que je repars ou je reste? Donc, le fait d'avoir été payé en shekel a été pour vous une vraie catastrophe. Vous n'avez plus d'argent. Vous aviez du mal à joindre les deux bouts. Ça paraît incroyable quand même. Oui. Mais comment on réagit à ça? On réagit en se disant, c'est pas possible que Dieu me laisse tomber parce que je suis incroyant. Et je me suis dit, Kol Akaval et Tava, si c'est sûr que c'est comme ça, donc j'ai vite créé une autre boîte et je suis devenu le conseiller ou le prestataire des sociétés avec lesquelles je travaillais. Et j'ai fait de l'export. C'est-à-dire que fort de vos connaissances dans l'univers de la nourriture, en tout cas en Israël, vous avez fait, on va dire, vous avez présenté à des grandes centrales d'achat en France, en Europe, j'imagine. En Europe, bien sûr, des grandes quantités. Et puis surtout, je me suis spécialisé, et c'est comme ça qu'on réussissait, parce qu'à l'époque, il y avait des grands concurrents qui venaient d'Espagne et du Brésil. On avait des jus d'orange. L'orange, c'était quelque chose qui était très important et on n'arrivait plus à combattre. Et alors, je me rappelle, j'avais été voir les grands groupes, les grandes sociétés de distribution que vous connaissez, auxquelles on a proposé des produits au prix défiant toute concurrence, puisqu'il était adapté à ce qu'ils voulaient. Et donc, c'était des marques privées sans lettres. Ok, donc vous êtes devenu monsieur marque privée. Exactement. Voilà, et vous avez fait ça pendant des années. Oui. Ok. Donc en fait, vous étiez un peu un ambassadeur d'Israël quelque part, dans le commerce. Dans le commerce, évidemment. Bon. Alors ça, c'était la première partie, on va dire, d'un échec, parce que l'époque de l'inflation payée en shekel, c'était la vraie galère. Vous en avez fait une force. Oui. Donc ma famille arrive et il fallait rebondir. Et donc d'abord, j'ai compris que quand on vient en Israël, on ne s'installe pas n'importe où. Et donc, moi d'abord, j'avais une maison à Herzliya, mais je ne pouvais plus la payer. J'étais au début quelques mois dans un bête Misrat Klita, pour les Aramat Aviv qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Bet Milman. C'était pour les gens qui normalement n'avaient pas trop de problèmes. J'étais avec un Anglais dans une seule chambre, je me rappelle, et tous les Shabbatot, je ne pouvais pas rester là-bas. J'allais à Jérusalem pour voir de la famille. Mais lorsque ma famille est venue, on a décidé de se rapprocher de la famille et de pas être... Qui était déjà en Israël, de ne pas être seul. Et donc, on a choisi parmi toutes les villes, parce que comme tout juif venu de la diaspora, et en particulier des juifs séfarades, on avait des juifs de la famille qui habitait d'abord à Jérusalem, qui étaient venus déjà depuis 1948, mais on avait Jérusalem, Natania, Bat Yam, Yafo. Comment on choisit? Comment on choisit? Alors on a choisi parce qu'on avait des gens qui nous conseillaient, mais j'étais là pendant un moment, moi. C'est vrai. Donc quand j'étais là, je savais qu'il y avait des endroits où il vaut mieux pas éduquer ses enfants, ou au moins au début. C'était important. Donc on est allé à Ramat HaSharon. Ramat HaSharon, c'est une ville... c'est pas une ville peu chère non plus. Oui, mais c'est aussi une ville qui était très, très agréable à vivre. Beaucoup d'Israéliens. Beaucoup d'Israéliens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi, au moins pendant les 10 premières années de notre vie, d'être qu'avec des Israéliens. C'est ce qui m'a permis de m'intégrer. Parce que même si je savais l'hébreu au début, dans le groupe où je travaillais, on m'avait confié à Haaretz, le journal,
Hein, je ne parle pas de ses positions, je parle du fait que il fallait lire. Vous deviez le lire le matin, je l'avais tous les matins, et je lisais à Haaretz, j'étais abonné, et donc ça me permettait d'avoir... Comment on lit à Haaretz quand on arrive de Haaretz? C'est compliqué, avec donc, le dictionnaire. C'est exactement la même chose que quand j'étais en face de la télé. Au début, on m'a dit, il faut ouvrir et écouter les infos. J'ouvre et... J'ai une formation donc religieuse, juive, je connais. On comprend quelques mots. Je comprends quelques mots, mais je vois que je ne comprends pas. C'était Chaim Yavin, quand il donnait ses infos, je ne comprenais pas beaucoup. Mais en me forçant, en écoutant de jour, après on comprend. J'avais pire que ça. La première fois que je suis rentré dans mon bureau... Arrête, je crois que c'est encore pire. Oui. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, on m'a dit, voilà votre secrétaire, voilà votre travail. Alors vous êtes chargé aussi, nous avons plusieurs sociétés, vous devez téléphoner à la banque tous les matins. Puisqu'il y a une inflation, on téléphonait tous les matins pour savoir le compte où il en est. Alors, elle m'a dit, c'est très facile, tu demandes sur ça que la ligne d'en bas. Alors, je téléphone, et je lui dis, je te connais les positions. Et alors, on me disait, il dit, comment? Je ne comprends pas. J'appelle la secrétaire, et tous les jours, c'est elle qui appelait pour que je comprenne. Il m'a fallu quelques mois. En vérité, on comprend, mais c'était beaucoup plus difficile. Pour rentrer dans les détails. L'hébreu, c'est très important, sinon on n'arrive pas. Et donc, c'est comme ça que... Alors, vous avez fait aussi ce choix, parce que votre femme, qui est avocate, elle aussi a dû passer par le parcours du combattant pour passer toutes ses équivalences. Elle ne parlait pas l'hébreu, donc kol hakavod, là. Alors, il a fallu qu'elle parlait l'hébreu du Talmud Torah. Hein, et il a fallu refaire tous les examens. Ils lui ont dit, madame, non, vous êtes avocate, c'est très bien. Il dit, mais ça fait déjà 6 ans, je suis déjà après. Ils ont dit, non, il faut tout refaire. Elle a tout recommencé. Elle est aujourd'hui partenaire chez Ravé, un très grand cabinet d'avocats israéliens. Donc un joli parcours aussi de ce point de vue-là, parce qu'on parle souvent des hommes qui sont censés être le chef de famille, mais si la femme et les enfants ne suivent pas, alors on n'a rien fait. Et il fallait chercher aussi pour les enfants les bonnes écoles, évidemment. Ouais, donc ça aussi, ça a dû remettre un peu en cause vos convictions, parce que vous étiez plutôt religieux, donc vous avez peut-être... J'étais religieux et on était un peu surpris, parce que quand on est allé à Yafo, j'avais de la famille à Yafo à l'époque, il n'y en a plus maintenant. J'avais une belle maison là-bas, et j'étais là-bas un vendredi. Et vendredi soir, moi qui suis religieux, on dit, viens, on va sortir. Et qu'est-ce qu'on trouve? On voit les méchouis, on voit le... Je dis, bon Shel Olam, mais où je suis venu? Je croyais que tout le monde était religieux. Il y a cette naïveté que j'avais avant. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est ici qu'il faut voir qu'il y a de toutes sortes de religions, toutes sortes de religieux et toutes sortes de sensibilités. Alors après, la même chose pour les écoles. On vous a dit, monsieur, choisissez. Alors on dit quoi, quelle école? Ils ont dit, ça c'est juif. Je dis, mais vous n'êtes pas tous juifs? Ils ont dit, non, ici c'est Mamlarti Dati. Et ici c'est Mamlarti tout court. Bon, alors on amène par exemple ma fille qui a 40 ans aujourd'hui au Mamlarti Dati. Ça veut dire l'école un peu... religieuse. Religieuse, sur le principe de l'école juive. Elle est restée quelques semaines et elle pleurait tout le temps. Elle a dit, papa, je ne reconnais pas, on n'a pas le même bon Dieu. Ils ont une façon de voir les choses qui n'est pas la nôtre, ce que tu nous as appris. Et alors, quand on est allé voir la directrice et la maîtresse, ils ont dit, oui, vous comprenez, vous avez des difficultés, vous êtes des Français, c'est pas facile. Bon, ça va mieux aujourd'hui. Et après, donc, on a choisi d'être dans une école, on l'a sortie de cette école, elle est dans une école Mamlarti, et il s'avère que ma fille a fini ses classes, à 16 ans, elle avait son bac, elle a sauté 2 classes, elle fait partie des 5 personnes qui étaient les mieux de Ramat HaSharon, et aujourd'hui, Baruch Hashem, donc elle a fini son bac à une période, elle était aussi à l'université. Elle a eu des super postes en Israël, elle était patronne de Procter & Gamble, de la banque Hapoalim, numéro 2 de Google Israël. Oui, c'est vrai. Donc vous pouvez être fier, le papa. Oh, il est très très fier, le papa, et elle a maintenant sa propre boîte de stratégie consulting aussi. Ouais. Ouais. Alors, vous en êtes, on va dire, vous faites des affaires avec l'Europe, avec la France, etc. Parce que j'aime la France. Toujours, parce que vous aimez la France, mais c'est sûr. Mais nous l'aimons tous. Oui, sûr. Et puis, un beau jour, comme ça peut arriver dans les affaires, eh bien, vous avez un impayé, comme on dit. Oui. Un très gros. Un très gros impayé. Et vous pensez être sur la paille. Je croyais que ça était fini, c'est sur la paille. J'ai dit, mon Dieu, comment on fait? Et à l'époque, comme c'était avec ce qu'on appelle... Quand quelqu'un est raisonnable comme je l'étais à l'époque, on faisait attention. Quand on achetait en dollars et qu'on vendait aux Français en francs français, il fallait se couvrir. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les taux de change. Et au moment où on m'avait annulé cette commande, je pensais que j'étais donc en faillite totale.
et que je ne sais pas comment je vais faire. Je croyais que le bon Dieu avait raccroché le téléphone et il n'y a plus personne. Et à ce moment-là, quand j'avais téléphoné à une de mes banques qui était en France, une petite banque entre guillemets, qui m'a dit « Monsieur Abitbol, vous êtes un grand vénard. Vous avez gagné de l'argent, un peu d'argent. » Avec le taux de change. Voilà. Donc ça vous a protégé et ça vous a permis de rebondir. Et ça m'a permis de changer encore d'orientation, puisque je me suis après lancé en comprenant qu'il suffisait de faire attention au taux de change de hedging fund, et j'avais créé avec un partenaire du travail dans ces histoires de monnaie et de finances. Il faut savoir se réinventer en Israël. C'est important de savoir se réinventer ici. Il faut s'adapter tout le temps. Et il faut être proactif tout le temps. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je pouvais être découragé plusieurs fois, surtout que mes amis, qui étaient des gens très dégourdis, dès qu'il y a eu ces problèmes, ils sont tous partis. Ils sont retournés en France. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui retournent en France. Ça a toujours été. Ça a toujours existé, c'est sûr. Bon, et puis, preuve que le bon Dieu n'avait pas raccroché le téléphone, un jour, vous recevez un autre coup de fil, pas du bon Dieu, mais c'est pas loin, c'est celui d'Ariel Sharon. Oui, Ariel Sharon qui voulait nous voir, et avec ma femme, on est allé le voir à l'époque, et il nous a dit, il m'a dit, voilà, j'ai une mission pour toi, c'est très simple, tu sais que James Baker, qui est le secrétaire d'État américain, à l'époque, il y avait les Olim Hadashim de Russie qui devaient arriver, et les Américains ont dit, on ne donne pas de garantie de 400 millions de dollars. Il fallait 400 millions de dollars pour construire des habitations pour les nouveaux immigrants russes. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. C'était une façon de faire pression sur Israël. C'était de refuser la caution, en fait. Alors il m'a dit, trouve-nous de l'argent. Trouve-nous de l'argent, et à partir d'aujourd'hui, tu es promoteur. Je dis, ah bon, c'est très bien, comment je vais faire? Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle la chance. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie, évidemment. Bien sûr. Et c'est que par une naïveté énorme, je me retrouve à la tête de la plus grande société de construction française, que je ne citerai pas, et qui a bien voulu venir faire de la construction. Et surtout, nous sommes arrivés à quelque chose qui était incroyable, d'organiser et de convaincre l'État français et faire un consortium pour qu'il y ait à disposition les 500 millions de dollars. Oui, parce que de 400, on est passé à 500. Oui. Et puis, et vous avez réussi surtout, grâce à vos contacts, à les amener, à leur enlever leur peur peut-être d'investir en Israël. Oui. C'était pas facile, parce qu'ils travaillaient avec les pays arabes. Ouais. Et tout ça, il fallait faire en discrétion, bien que, en fait, faire des choses en discrétion ici, c'était très difficile, puisqu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait un journal qui s'appelle toujours Haaretz, et qui avait dit, vous savez, la société que prospère Abitbol, c'est une société qui travaille avec les Arabes et qui, en plus, elle a changé de nom. C'est pas son vrai nom, c'est une couverture. Enfin, ça nous a pas aidé. Ça a permis surtout de démonter l'étau de ne pas donner des garanties à Israël. Après, il y a eu les Italiens, après, il y a eu d'autres groupes, des tas de gens qui sont venus. Ça a débloqué, en fait. Oui, ça veut dire que les Américains ont dit non, mais d'autres, finalement, grâce à votre... Vous avez commencé et vous avez drainé d'autres partenaires européens derrière vous. Alors, pour le coup, finalement, en chemin, puisqu'il y avait d'autres partenaires, ces fameux Italiens, il n'y avait plus besoin de ces 500 000 dollars, et donc 500 millions, pardon, de dollars. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va pas le rendre. Il a dit, écoute, tu vas leur dire qu'on ne peut pas construire parce qu'il y a moins de Aliyah. Bon, on ne discute pas avec Sharon, on fait comme on peut. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que je vais dire aux gens qui m'ont soutenu, aidé en France, qui sont de bonnes personnalités jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je ne sais pas comment on a fait. Et je me suis retrouvé à être... vous avez quand même regardé dans quoi il fallait investir en Israël, qu'est-ce qui marchait bien. Voilà, et donc je me suis intéressé aux télécommunications. Voilà. Beaucoup de communications. J'ai amené ici... À l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui, c'était très fermé. La télé n'était pas du tout libre, il n'y avait pas de câble, il n'y avait rien. Quoi. Et donc, s'il y avait quelques, qu'on appelle ça, plusieurs groupes, c'était pas comme aujourd'hui une seule société de câbles, et il n'y avait pas de multi-thématique en fait, et donc j'avais amené ici le savoir-faire de Philips, le savoir-faire de Canal+, j'avais de très gros partenaires, ce qui a permis de bouger un peu l'économie israélienne et de bouger aussi et de changer la face même de ce qu'on appelle la tikchoret. Avant, c'était la dictature totale. Vous n'aviez qu'un seul groupe et vous n'avez qu'un seul prix. Aujourd'hui, il y a 50 chaînes ou 100 chaînes ou 120 chaînes
Et donc, on y est un peu pour quelque chose. On a été toujours révélateur. Et donc, voilà encore des Olim Khadashim qui ont aidé au progrès de la société israélienne. On n'imagine pas combien d'Olim de France ont aidé et ont apporté leur savoir-faire à la société israélienne. Modestement, enfin, je veux dire que chacun a fait ce qu'on a fait. Oui, mais voilà, vous êtes devenu à l'époque donc champion de la compression numérique et vous avez été élu dans les années 90 comme l'une des 50 personnalités les plus influentes de la société israélienne. Ça m'a valu des... Bravo. Des médailles en chocolat. Non, mais bon, ça fait plaisir quand on vient de... On a tout quitté pour refaire sa vie ici. C'est toujours... Et puis Israël, c'est particulier. Oui, c'est flatteur. C'est un titre qui fait plaisir, forcément. Surtout qu'ici, être fort parmi les forts, c'est très dur. Ça, je peux vous le dire. Ils sont très, très durs. Alors, comment vous avez continué après ça? Vous avez fait quoi? Vous avez continué à acheter des sociétés? J'ai aidé plusieurs sociétés. Je me suis intéressé au high-tech. Donc, comme vous l'avez dit, je me suis intéressé à la compression numérique qui permettrait d'envoyer des flux d'images à travers Internet, à travers des satellites. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. J'ai investi dans plusieurs petites sociétés, des grandes. Et puis, comme tout ne va pas toujours très, très, très bien en Israël, j'achète une société qui me vaut des problèmes à n'en plus finir. J'avais 30 personnes que j'avais achetées dans le package et que c'est des sociétés à l'époque où je cotais sur le marché américain. Boum, trac, catastrophe, l'économie, qu'on appelle ça, les cotations de la bourse, il y a un krach boursier à l'époque. Et donc, on était un petit peu ennuyés. Et puis, grâce à Dieu, et c'est pour ça qu'il faut avoir une femme intelligente et qui soutient, on m'a prié de m'arrêter. Eh ben, c'était tant mieux que vous soyez arrêté parce que du coup, beaucoup de francophones fraîchement arrivés en Israël, bon ça on va dire que c'était à 13 ans, ont pu bénéficier, bénéficier de votre savoir-faire. Alors, avant, vous avez fait un stop à Genève pour aider vos enfants, votre fille notamment. Et puis vous êtes revenu en Israël. En année sabbatique, quand ma fille elle était à Procter. Pour l'aider. L'aider, façon de parler, on s'occupait des gosses. Pour être là, pour être un soutien. Et puis c'est très important d'être en Suisse, parce qu'être en Suisse, ça repose. Il n'y a personne qui me dit. Vous avez fait une petite retraite en Suisse. Et puis j'étais pas loin de ma radio. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que vous avez été président, on va dire, de la radio de Grenoble et des 17 radios. Il y avait une fédération à l'époque. J'étais président des 17 radios. Juives de France. Juives de France et la radio juive de Grenoble. Vous l'avez fondée, vous êtes toujours... Et vous êtes toujours actif d'ailleurs. Toujours actif parce que j'ai des relations efficaces avec la France, qui est quand même notre culture, et on a nos frères encore là-bas. Bien sûr. Alors, après la Suisse, votre femme vous a dit stop, c'est la retraite, mais la retraite, chez vous, je crois que c'est un mot... Je crois que vous travaillez peut-être encore plus qu'avant. Alors j'ai eu l'envie de trouver une synagogue, puisqu'on est revenu, pas à Ramat HaSharon, mais on est revenu à Tel Aviv. Et on passe d'une villa, on va dans des immeubles à haut étage. Et puis, il fallait trouver une synagogue. Moi qui pensais que Tel Aviv, c'est anti-religieux, j'ai trouvé une synagogue. Vous avez été surpris, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et j'étais très surpris. Mes petits-enfants ont trouvé des écoles religieuses. Et donc, moi, j'allais à la synagogue. Et au début... Vous allez chez les Boukharim. Chez les Boukharim. Oui, exact. Et j'ai trouvé 2 Français avec lesquels on a commencé avec une équipe ensemble. 2, 3, 4. Je faisais ce qu'on appelle un midrash le matin, le bet midrash le matin. Ensuite, pour convaincre qu'on était crédibles, nous les Français, j'ai donné des grands cours à ce qu'on appelle les rabbins du coin. Et j'ai donné des cours sur la mystique, sur le Ben Ishraï. Et donc le matin, je faisais ça, jusqu'au moment où on est devenus trop nombreux. Les Shabbatot, après la prière, je donnais un cours en français. Et les gens de tout l'environnement venaient. On est devenus trop nombreux, et avec mes amis, on a créé cette communauté qui s'appelle Keilat Torat Moshe, qui aujourd'hui est une communauté incontournable, qui a... Bon, évidemment, je ne suis pas représentatif, nous ne sommes pas représentatifs de tous les Olim Chadashim de France. Non, c'est sûr, c'est une communauté un peu aisée, il faut dire. Un peu, voilà. On peut dire ça comme ça, des gens qui ont réussi, qui sont parfois encore qui travaillent encore entre la France et Israël. Mais une communauté très sympathique. Gens qui sont en même temps traditionnels, il y a beaucoup de gens religieux, et il y a beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main, et c'est pour ça que j'ai accepté
de venir à cette interview. On y va, on y arrive. Alors d'abord, je vais donner quand même l'adresse de cette communauté, parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on passe Shabbat à Tel Aviv. On ne sait pas où aller. Donc, Keilat Torat Moshe, c'est au 58 rue Weizmann. Voilà, c'est à l'opposé de Neve Tzedek pour ceux qui connaissent. C'est en fait Bet HaChayal. C'est très beau, c'est là-bas. Nous sommes là-bas tous les Shabbatot. Voilà. Bon, alors ça, c'est pour votre côté, on va dire, communautaire. Mais fort de cet attachement que vous avez à cette communauté, fort des rencontres que vous avez faites, et fort de la prise de conscience que c'est pas toujours simple pour les Olim Hadashim en Israël. Aujourd'hui, vous avez décidé de créer un fonds, un espèce de gmar, on va dire comme ça, enfin un fonds d'argent. Voilà. Très bien, c'est ce qui me fait plaisir et je suis venu surtout pour ça. Parce que je pense pas que notre histoire intéresse tout le monde. Je sais pas si tout le monde est intéressé par l'histoire de chacun, parce que chacun peut écrire un livre. Chaque juif que je rencontre qui a fait son aliyah, c'est aussi extraordinaire que ce qui m'est arrivé. Il y a beaucoup de miracles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Extraordinaire. Mais je me suis dit, bon, on peut raconter, mais surtout, c'est l'occasion pour moi de faire de la promotion pour un fonds, un gmar, dans notre communauté que vous avez expliqué que nous étions une communauté de gens aisés. Eh bien, parmi ces gens aisés, j'ai la joie d'être avec des gens qu'on a pu... pas trop, il n'y avait pas beaucoup besoin de les pousser, de faire ce que le Ramban dit, qui est une 8e façon de faire la tzedaka. Il y a la tzedaka quand on donne de l'argent, et il y a la tzedaka quand on prête de l'argent. Et nous voulons prêter de l'argent... À taux zéro. À taux zéro. Sans intérêt. Voilà. Et donc, je voulais faire que les gens le sachent. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Et sachez que vous pouvez trouver une aide. Évidemment, ce n'est pas facile totalement, mais... Je vous donnerai, si vous voulez, sauf si tu as le numéro de téléphone, les coordonnées de Nathalie. Non, il y a le site, on peut monter sur le site Internet. Parce que, d'abord, le site Internet... Alors, on va expliquer, attendez, parce que vous allez trop vite, vous voulez tout dire en même temps, mais c'est pas possible. Mais on a le temps. Alors, on a d'ailleurs à l'image la page du site Internet, on a déjà eu le plaisir de rencontrer et de donner la parole à Nathalie Cohen. Donc, Elul, c'est une association, en fait. C'est le nom qu'on a donné à ce fonds. Voilà, c'est un fonds qui permet à ceux qui en ont besoin, aux francophones qui en ont besoin, avec un seul garant, je crois, aujourd'hui d'obtenir soit de l'argent pour des prêts personnels, par exemple, quand on a envie de reprendre des études, de faire une formation, quand on a des difficultés pour organiser la bar mitzvah de son enfant, par exemple, ou pour toute autre raison personnelle, pour acheter une voiture, je crois que c'est aussi possible. Et même, attention, pour acheter une maison, lorsqu'on manque un peu d'argent pour l'apport, ce fameux apport qui est terrible en Israël, eh bien, vous pourrez peut-être, grâce à ce fonds, accéder à la propriété. Mais ce n'est pas tout, parce que vous êtes un chef d'entreprise. Vous l'avez été pendant longtemps. J'étais, oui, alors. Vous l'avez été. Et donc, vous n'avez pas oublié vos corélégionnaires. Vous savez combien il est dur, quand on est entrepreneur, parfois, d'avoir accès à de l'argent ou peu importe. Donc, vous avez aussi décidé de les aider. Voilà. Donc, on aide beaucoup de gens. Alors, avec des sommes plus importantes. Je suis un rabbin différent puisque je viens du monde des affaires. Mes ouailles sont des gens qui sont ou dans les affaires ou qui essayent d'être de bons entrepreneurs, je les comprends. Et puis, donc, en fait, je suis un rabbin qui s'occupe... des problèmes de couple en passant par les problèmes de difficultés pour monter sa boîte ou pour s'installer en Israël ou pour rencontrer les gens qu'il faut pour pouvoir... L'Isrod, ils appellent ça. L'Isrod, ça veut dire survivor, des survivants. Donc voilà, c'est tout à votre honneur parce que c'est vrai que, et ça mérite d'être souligné, c'est une initiative importante. Elul, voilà, c'est pour avoir un prêt après zéro. Est-ce que je peux donner le numéro de téléphone de Nathalie ? Elle s'appelle Nathalie Cohen. Vous pouvez l'appeler au 054 209 24 91 ou au 02 530 07 89. Vous venez de ma part, hein ? Vous avez... Bon, alors là, si vous venez de la part de Prosper Abitbol, je pense que vous êtes refait. Voilà. C'est bien pour ça que je suis venu raconter ma vie, parce que ça sert chacun des histoires extraordinaires. Mais je pense que si on peut aider, même d'un point de vue modestement, il faut le faire. C'est vrai, mais au-delà de ça, vous savez qu'il y a des gens peut-être en France qui nous écoutent, parce qu'on est écouté à peu près, on va dire 40% de nos auditeurs sont en France, sont en dehors de nos frontières, oui. Et il y a sûrement des chefs d'entreprise qui se disent, c'est impossible, je ne peux pas faire mon aliyah, c'est trop compliqué. Ben voilà, vous êtes la preuve que oui. On peut avoir une qualité de vie aussi bonne qu'à Paris et aussi bonne qu'à New York
Et évidemment, celui qui n'a pas les moyens, qui ne vienne pas directement dans les endroits les plus chers. Et puis oui, il faut préparer. Et puis il y a des tas d'endroits en Israël où on peut vivre correctement. Et il ne faut pas mettre la barre trop haut parce que je ne sais pas qui c'est qui me dit, ben tiens, comment il s'appelle, Kandel. Ariel il a Mandel. dit, il y a des gens qui pensent qu'on peut acheter le camembert naturellement comme on l'achetait au même prix. Et qu'en fait, ça m'a marqué. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire attention, il faut s'adapter. Tout n'est pas la même chose. Et les prix ne sont pas les mêmes si vous habitez centre de Tel Aviv et si vous habitez à Rehovot. C'est pas la même chose. Mais écoutez, nous, on était contents aussi de vous avoir parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup la parole à des gens qui habitent pas du tout au centre du pays. C'est parce qu'on essaye de donner des solutions pour tout le monde. Et c'est rare qu'on reçoit des gens de Tel Aviv. Donc, c'est bien aussi d'avoir un éventail large. Mais je ne serais pas venu si je ne vous avais pas rencontré donc, pour notre conseil de Elul. Voilà. Mais je le fais avec plaisir et j'espère que mon petit parcours peut servir à d'autres gens et que surtout, il faut leur donner aussi la possibilité. Si quelqu'un a besoin, il peut venir me rencontrer, qu'il vienne Shabbat ou qu'il vous demande, ça, je ne donnerai pas mon téléphone ici. Pour ne pas, bien sûr, mais on peut, voilà, je vous redonne le numéro de la rue, 58 rue Weizmann, Keilat Torat Moshe, à Tel Aviv, la communauté montée par notre ami, le Rav Prosper Avraham Abitbol. On était vraiment ravis de vous accueillir. C'était vraiment un plaisir. Merci. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera dans la joie. Et j'espère que ceux qui nous ont entendus ont compris que tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est une ashgacha pratit. Ça, c'est mon côté religieux qui parle. Celui qui pense qu'il faut l'itrakem, d'être quelqu'un de très intelligent, de faire des efforts et on va gagner, c'est pas vrai. C'est pour ça, et je termine avec ça. Il y a écrit « Yegia kapecha kitochel ». C'est le travail de tes mains. Pas ta tête et ton corps. Si tu mets toute ta vie, toute ton âme pour avoir de l'argent, tu verras que celui qui est à côté de toi, il travaille 1 heure, il gagne plein de pognon, toi tu travailles jusqu'au soir et tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Parce que c'est à Kol Bidei Shamayim. Toi tu dois faire un effort, ou comme disent les Chabadnikim, tu dois faire Ishtadlut, c'est tout. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils. On a tout eu. On a eu le rabbin, le chef d'entreprise, l'Olé Khadash, enfin l'Olé Vatik. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au plaisir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.